Dossier neurodiversité. Terrain d'enquête numéro 2. La jungle humaine. Sur l'affaire, Nanon, Maë, Tom et Plume. Bonjour, bonsoir, nous sommes Tom, Maë, Plume et Nanon, les voix méconnues. Vous écoutez Audiotypie, une enquête sur la place de la neurodiversité dans la société. Dans ce premier épisode, nous nous rendons à l'école et dans les entreprises pour y examiner la place et le parcours des personnes issues de la neurodiversité. Ces lieux majeurs de la sociabilité, trop souvent synonymes de mauvais souvenirs, peuvent-ils vraiment devenir des lieux d'inclusion et d'émancipation ? C'est cette question qui a guidé nos entretiens avec des DRH et des enseignants pour tenter d'y voir plus clair dans la jungle humaine. Nous allons maintenant accueillir Laetitia Xenave, une ancienne professeure d'art plastique qui vient nous parler de son expérience dans le milieu scolaire. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Votre nom, votre âge, si vous voulez être anonyme, vous pouvez aussi. Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai 52 ans. Je suis actuellement à la recherche d'un travail. Je suis en reconversion en fait professionnelle, on va dire. J'ai été longtemps enseignante. J'ai arrêté une bonne dizaine d'années. Et puis voilà. Donc là, je travaille. Je suis bénévole dans une association qui s'appelle Remue Méninge, qui s'adresse aux enfants et aux familles. Et c'est un soutien scolaire qu'on fait, une aide à la scolarité plutôt. Est-ce que vous préférez qu'on vous tutoie ou qu'on vous voit ? Me tutoyer, ça me va. Ok, ça marche. Quels sont tes centres d'intérêt, tes passions en dehors de ton travail ? Alors, j'en ai beaucoup. Je suis assez curieuse quand même. Donc, c'est vrai que j'ai une formation artistique, moi, plutôt à la base. Donc, j'ai fait des écoles des beaux-arts et j'ai enseigné les arts plastique et arts appliqués. Et puis, j'aime beaucoup la nature. Je fais du jardin. J'adore tout ce qui est plantes, graines, jardiner en autonomie. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis après, je pense que ma plus grande passion, c'est l'être humain, la compréhension de comment fonctionne un être humain. Et les animaux aussi, d'ailleurs. Est-ce que, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que le terme neurodiversité, ça te parle ? Alors, ça me parle. La première fois que je l'ai entendu, c'est avec vous. Je ne l'avais pas entendu poser comme ça. Puis après, oui, ça m'ouvre des idées. Oui, ça m'ouvre des portes, des fenêtres. Pour préciser, quand tu dis avec nous, c'est parce qu'on a fait des micro-trottoirs avant. Voilà, c'est ça. C'est votre rencontre sur le trottoir où j'ai entendu neuroatypique. Tiens, un nouveau mot. Et donc, il y avait quand même les sujets plus précis de la neurodiversité qui te parlaient, genre l'autisme, les troubles de l'attention, ou pas du tout ? Après, déjà, moi, je me suis fait mon image, donc, par rapport au cerveau humain. Donc, c'est vrai qu'on est tous différents. Donc, la diversité de tout fonctionnement du cerveau est propre à chacun. Et après, bien entendu, j'ai compris ce que vous vouliez dire par ça, sur tous les troubles, les difficultés, et puis toutes les c'est toujours pareil, moi, c'est différents fonctionnements en fait. Et donc les 10, tous les 10, tous les HPI, HPE, enfin toutes ces choses-là qui font la diversité de l'être humain. Et c'est vrai que la première chose que je me suis dit, pourquoi mettre des étiquettes, voilà. Donc le concept d'étiquette, ça... me va pas. Ouais, ça te va pas. Pas du tout. Est-ce que tu pourrais l'expliquer ? En fait, je me suis posé la question, pourquoi me posait-il cette question ? Donc du coup, je me suis dit, ils veulent peut-être s'identifier, puisque vous êtes quand même assez jeune. Et je me suis dit, mais non,
la société fonctionne déjà comme ça, on veut tout classer, tout codifier. Et je me suis dit non, il faut pas mettre des étiquettes, il faut au contraire prendre les gens tels qu'ils sont, avec leurs difficultés, leurs avantages, leur potentiel. Et de mettre une étiquette, ça cloisonne en fait, ça nous met dans un rôle, dans une position, et je trouve ça assez enfermant. Et puis après, je me suis dit, non, il demande ça parce que c'est vrai que c'est aussi important de mettre une étiquette sur une difficulté, une douleur, une différence. Ça peut aussi aider chaque personne à se connaître, surtout quand on est assez jeune. Je pense que oui, ça peut aider, mais que d'un point de vue médical en fait, diagnostic médical. Pour la société, je ne crois pas que ça soit utile en fait. D'ailleurs, justement, c'est un peu le but de Ludosens, en fait, pas non plus dire qu'il faut jamais mettre d'étiquette et tout, parce qu'en effet, ça peut être bien pour se connaître d'un point de vue médical, parce qu'on va pas avoir le même parcours, par exemple, de thérapie, ou même de plein d'autres choses, sans savoir exactement si on a un fonctionnement qui est dans la majorité des cas, ou si on a un fonctionnement un peu différent. Mais par contre, en effet, c'est un peu le combat de Ludosens de dire que dans la société actuelle, il y a beaucoup de scission entre les gens entre guillemets bizarres et les gens entre guillemets normaux, etc. Et donc en fait, un peu une volonté de dire et de montrer les problématiques, parce qu'aujourd'hui, il y a ces scissions, elles existent, et il y a ce regard des gens qui sont entre gros guillemets normaux sur les gens qui sont moins dans la norme, ce regard comme si ces personnes-là elles étaient en déficit ou en effet en difficulté, alors que en fait c'est des façons d'être différentes et de fonctionner différentes. Et donc c'est aussi une volonté de dire on voudrait que les normes sociétales changent pour qu'on puisse ne plus mettre ces étiquettes-là. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est un peu difficile de pas en parler avec des mots précis. Et du coup, ce serait un rêve de se dire que, et c'est le combat de Ludosens, de se dire qu'un jour, on appellera les fonctionnements la neurodiversité et tout le monde pourra vivre avec ses besoins. D'ailleurs, parce que ici, on utilise besoin et au lieu de difficulté. Que du coup, c'est que tout le monde pourra vivre avec ses besoins dans la société. Mais pour ça, il faut que la société elle se rende compte qu'il y a des personnes qui fonctionnent différemment et que ce serait bien qu'elles soient autant incluses que les autres. Je suis d'accord. Que penses-tu du nombre d'élèves dans les classes que vous avez eues ? Alors ça, c'est même pour les normaux, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Bon, moi, ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je n'y suis plus, mais quand j'enseignais, c'était dans des lycées professionnels. Donc, c'était souvent des classes très chargées, donc entre 30 jusqu'à des fois 34 élèves par classe. Ça dépendait de la branche. J'ai aussi enseigné avec, par exemple, des élèves. Alors, est-ce qu'on les appelait Ulysse à cette époque ? Je crois pas, parce que chaque ministre de l'Éducation nationale changeait le terme. Oui, il y avait aussi comme ça des inclusions déjà il y a quelques années d'élèves particuliers qui venaient dans mes classes. Donc je trouve oui en effet que c'est beaucoup trop chargé. Enfin, c'est sûr qu'il y a beaucoup trop de monde. Ça m'étonne que les classes, parce que du coup vous étiez en lycée professionnel. Ça m'étonne parce que du coup j'ai été en lycée professionnel et on n'était que 12 par classe. Ça dépend des... moi j'étais ici à Bègles. Ah oui. J'ai enseigné une année ici. Ok, d'accord. Moi j'étais à Langon, donc c'est pas le même... D'accord. Après ça dépend des formations. Les classes les plus nombreuses, c'était les classes de comptabilité, secrétariat, où il y avait beaucoup de monde. Mais en général, c'était assez... c'était jusqu'à 30-35 élèves, oui. Et donc, ce nombre d'élèves, il t'a permis de prendre en compte les besoins et les particularités de chacun, même sans parler de neurodiversité ? Ah non, non. Après, moi, j'avais l'avantage d'enseigner une matière. Je prenais le temps d'aller voir chaque personne, essayer de parler donc d'un projet artistique. Donc ça me
permettait moi de passer un peu de temps avec chacun, mais après comme j'étais donc il y avait souvent 1 heure de dessin par semaine, donc ça fait beaucoup d'élèves donc on passe à côté, c'est vrai, mais c'est vrai que des matières plus générales, maths, français, enfin ils les voient plus souvent, mais après je suis pas sûre que c'est beaucoup trop, il y a beaucoup trop de monde et on peut pas humainement, on peut pas. C'était de l'art plastique ? Moi, c'est l'art plastique, oui. Art plastique et art appliqué, oui. Ok, d'accord. Bah, du coup, il me semble que vous l'avez dit, mais tu connais les classes Ulysse ? Voilà. Donc, les classes Ulysse, j'avais quelques élèves. Alors, je me rappelle d'un dyslexique. Je me rappelle je ne connaissais pas. En fait, on mettait des élèves Ulysse comme ça, sans vraiment... on nous expliquait pas, nous, en tant qu'enseignants, leurs problématiques, ou enfin même juste parler d'eux. Enfin, moi, on m'a pas demandé mon avis, c'était comme ça. Et au final, par rapport à d'autres classes, ceux qui sont particuliers, en fait, je me disais, mais en fait, ils sont pas si particuliers que ça. Je pense que c'était plus difficile avec moi, avec d'autres élèves qui sont normaux, entre guillemets, qu'avec ces gens-là, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je me faisais la réflexion à la fin de cette année-là. Je me disais, mais qui est normal, qui est pas normal ? Voilà. C'est aussi un point qu'on avait voulu, qu'on a peut-être abordé et qu'on a voulu aborder aussi, mais du coup, c'est le concept du trouble. Parce que aujourd'hui, c'est appelé trouble, les personnes donc neuroatypiques, alors qu'en fait, en effet, comme tu l'as dit, c'est plus comment est censé fonctionner quelqu'un. Et donc, dès qu'une personne, elle sort un peu de ce truc-là, elle est, on dit que c'est elle qui est troublée, alors qu'en fait... on avait l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est dans une classe a besoin de se lever de sa chaise parce que il a du mal à assimiler les connaissances sans se lever, et tout ça. Est-ce que du coup c'est lui qui est troublé ou est-ce que c'est la classe qui demande de rester assis pendant parfois 4 heures au lycée sans bouger et tout? Est-ce que c'est pas aussi ce fonctionnement-là de la classe qui est troublé par cette personne qui le fait, elle, pour se réguler, parce que juste elle se régule de façon différente Mais je pense que ce qui peut changer, en fait, la manière d'aborder votre sujet, là, c'est les mots, en fait. C'est vrai, c'est les mots nous permettent de nous positionner. Voilà, ce que tu disais, les troubles, c'est vrai que c'est... Déjà, rien que le mot en lui-même, c'est le brouillard, on voit plus rien, donc il faut trouver un autre mot. Il faut changer notre vocabulaire. Je pense qu'avant de changer la société, il faut changer notre vocabulaire. Ouais, c'est aussi une approche que Ludosens, elle essaie de faire en parlant plutôt de spécificité ou de fonctionnement différent. Ou au lieu de parler de difficultés, justement, on parle de besoins. Voilà, les besoins, oui, ça c'est bien ça, parce que ça c'est de la CNV, la communication non violente, ouais. Donc ça c'est bien. Oui, c'est plus simple, c'est plus facile à comprendre, un besoin... Les normaux et les atypiques savent ce que c'est. Oui. Voilà. Donc il faut trouver des mots qui relient tout le monde en fait. Mais c'est même, nous on essaye plutôt de parler de neurodiversité plutôt que de neuroatypie et neuroatypique. Après, il y a souvent des fois où on est un peu obligé, pour parler de certains sujets, on parle de neuroatypie parce que c'est plus compréhensible de le dire comme ça. Mais on essaye de pas trop... on utilise les termes normaux depuis tout à l'heure, mais c'est un terme aussi qu'on essaye de pas trop utiliser parce que, encore une fois, c'est vraiment appuyer cette scission entre deux groupes de personnes qu'on n'est pas forcément obligé de séparer. Et c'est vrai, en plus, comme l'association a fait du jardin, du potager, donc c'est vrai que c'est l'écosystème, en fait, on fait partie d'un tout, donc il faut considérer un écosystème, tout fonctionne ensemble. Mais même avant, dans la façon de faire, c'était, il y avait beaucoup moins cette idée que tout le monde doit faire le même parcours, dans la même façon de faire et tout. J'ai l'impression qu'il y avait plus cette façon de faire telle personne, elle est douée là-dedans,
Donc elle va faire quelque chose qui met en valeur ses compétences et telle personne, c'est une autre compétence. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est allé de plus en plus vers un truc de tout le monde doit répondre à des normes et à un truc qui laisse pas la place au pas de côté, à l'erreur, enfin tout ça. Et je voulais aussi te poser la question par rapport à la gestion de l'échec. Genre comment tu as traité le concept de l'échec? Parce que moi, je sais que personnellement, les notes et tout dans ma scolarité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée. Genre, j'ai vraiment eu du mal à me dire que j'apprenais pour avoir des notes et que donc j'avais pas le droit de me tromper et j'avais pas le droit d'avoir pas de connaissances dans un sujet. Et cette gestion de l'échec, moi, je sais que je l'ai mal vécue. Et en parlant avec d'autres gens, c'est un truc que, en tout cas, je sais en France, enfin, j'ai l'impression que c'est hyper mal vu d'échouer et hyper stressant. Alors les notes, c'est pas un échec. Déjà, c'est l'échec, c'est un examen. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, les notes, c'est vrai que ça commence un petit peu. Il y a des enseignants, je vois avec mon fils, des enseignants qui utilisent plutôt d'autres formulations. Donc les petites têtes, les smileys, là, qui sont là pour répondre par rapport à des connaissances peut-être ou à des connaissances. Donc c'est acquis, n'a pas acquis ou est en cours d'acquisition. Donc déjà, je trouve que dans cette idée-là, les enseignants, ils doivent se former aussi, enfin, ils doivent passer à ça, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des connaissances sur plein de sujets avec le net. Donc, je crois que l'enseignement, il doit changer complètement. Il doit être plutôt sur une méthode, travailler sur une méthode, un sens critique, plus que sur des connaissances en soi. Donc, moi, je trouve que là, je suis mon fils et je trouve que, enfin, ça va pas dans le bon sens. Il faut vraiment que l'enseignement change complètement. Donc, voilà, dans les notes. Les fameuses notes, ben oui, on a tous eu ça. C'est vrai que c'était difficile de se sentir nul. Ça, on l'a tous vécu, moi, la première. Et des échecs, j'en ai eu. Voilà. Ouais, il faut avoir le bon angle et les bons yeux aussi. Ouais, il faut juste pivoter soit à gauche, soit à droite. Et puis on peut, voilà, avec le temps. Voilà, c'est parce que moi, je suis plus âgée aussi. Donc j'ai une autre vision des choses, oui, c'est vrai. Oui, donc je voudrais savoir, moi, est-ce que tu as mis en place des aménagements scolaires pour les personnes neuroatypiques? Non, et puis à l'époque où j'enseignais, il n'y avait rien. Là, ce sujet, déjà, quand je me rappelle, en fait, quand j'ai eu votre questionnaire, ça m'a replongé dans mes souvenirs. À part la classe Ulysse que j'ai eue dans mes dernières années, avant, il y avait juste un CPE dans une école, dans un lycée professionnel, qui m'avait un peu parlé comme ça de gens surdoués, voilà, des surdoués. Et il m'avait dit, tu verras, Laetitia, dans ces classes-là de BEP, électrotechnique, il y a souvent des surdoués qui se sont tellement ennuyés en classe qu'on les retrouve ici. Et c'est vrai que là, il m'avait, c'était un chouette bonhomme, un chouette CPE, et il m'avait ouvert ma curiosité, et j'avoue que j'avais pu identifier dans certains élèves, alors je vais dire un potentiel ou une autre façon d'être, où je sentais à travers les créations artistiques une grande réserve intérieure qui n'arrivait peut-être pas à... Mais moi, c'est vrai qu'avec ma matière, j'aimais bien un peu sonder les gens. Je sais pas comment expliquer, mais j'aimais bien essayer de les pousser, de voir un petit peu s'ils aimaient ce qu'ils étaient en train de faire ou pas trop. Enfin, gentiment, je les titillais un peu, et souvent j'ai découvert des gens qui ne connaissaient pas leur potentiel, ça c'est sûr. Créatif, bien entendu. Vu que tu as dit que tu n'avais pas d'aménagement, à la base, ma question c'est, je devais dire lesquels tu as eu. Eh oui. Donc ouais, tout ça, je peux pas y répondre à tes questions. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Mais franchement, après, j'ai rencontré des mamans dont leurs enfants avaient des difficultés, ils sont donc au collège le matin et après en IPE, c'est ça, une école spécialisée, IPE? Non? Ou ça vous dit rien? Puisqu'il est 10,
plein de 10, une particularité. Il me semble que c'est ça, dans un centre pour l'aider aussi dans ses difficultés. Et au bout du premier trimestre, il a été renvoyé du collège parce que les enseignants n'avaient pas compris ce qu'il était. Et c'est vrai qu'avec elle, j'ai beaucoup discuté de sa difficulté de maman aussi, la difficulté de son fils à gérer ses émotions. Et les enseignants n'ont absolument rien compris. Et là, je trouve que c'est un peu une forme d'injustice, je trouvais. Mais au final, il a intégré un autre établissement qui était, on va dire, un établissement plus populaire ou pas très bonne réputation, où au contraire, là, les enseignants étaient plus à même à répondre à ses besoins, ils avaient l'habitude d'avoir tout type d'élèves, soit des problèmes sociaux, parce qu'il n'y a pas que les atypiques, il y a aussi tous les autres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes que les enseignants doivent gérer. C'est pas toujours facile, mais après non, je sais pas si réellement ça se fait. Les aménagements de temps, oui, je pense, oui, dans certains établissements, mais c'est voilà. Il faut les bons établissements. Ouais, l'établissement, le bon, je sais pas s'il y en a, en fait. Je sais pas. Donc vous avez jamais été formé sur les différentes neuroatypies? Non. Et j'ai des amis enseignants aujourd'hui, ils ne le sont pas non plus. T'aurais aimé être davantage sensibilisé et formé? Ah oui, ça m'aurait vraiment intéressé, ça c'est sûr, oui. Oui, bien sûr, oui. Oui, puis ça amène, ça peut amener un plus pour tout le monde, en fait, je trouve c'est bien. Mais bon, l'éducation nationale ne forme pas sur ce genre de choses. Enfin, peut-être maintenant, de plus en plus, mais parce que là, justement, moi, je suis en train de... Enfin, j'ai trouvé une formation qui m'intéresse, qui s'appelle être orthopédagogue. Et c'est justement, ça va m'ouvrir des portes par rapport à toutes les différences de fonctionnement par rapport à la pédagogie, comment aider les gens à mieux apprendre. Voilà, donc vous, plus d'autres. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous, notre sujet, c'est la neurodiversité. Mais actuellement, comme tu en as parlé tout à l'heure, avec le fait qu'il faudrait changer de comment on enseigne et tout, la façon d'enseigner, elle est plus du tout au goût du jour aujourd'hui. Enfin, et même là, nous, on parle de neurodiversité et tout, mais c'est dommage qu'aujourd'hui, ça soit aux profs de prendre sur leur temps de travail pour trouver des formations spécifiques sur chaque sujet et tout. Parce que déjà, c'est difficile de savoir tous les sujets. Et puis, il y a plein de gens qui connaissent pas tous les sujets. Et c'est pas parce que ça les intéresse pas, c'est juste que c'est pas assez mis en avant. Et c'est dommage que ce soit pas plus mis en avant. Mais bon, c'est vrai que ça va. De toute façon, si je veux parler de l'enseignement, les profs ne sont pas bien non plus. Enfin, je veux dire, aussi, ils sont pris au piège. Les élèves sont pris au piège. Enfin, c'est tout un système qui doit vraiment changer. Les enseignants, ils peuvent pas être psy, ils peuvent pas être. Enfin, eux, ils sont là juste pour transmettre des connaissances. Ils sont formés pour ça, donc c'est un peu difficile pour eux et c'est difficile pour les élèves. Donc cette situation, elle ne peut pas tenir. Voilà, c'est pas possible. Ça peut pas tenir sur du long terme. C'est en effet quand on est dans les moments de notre vie où on est élève, c'est sûr que d'être en colère contre les profs, c'est plus simple parce que c'est plus direct. Comme les profs pour les élèves. Mais voilà. Mais en fait, dès qu'on prend un peu de recul, on se dit. Mais oui, mais c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus lointain que juste cette relation. Oui, c'est ça. Quand chacun en aura marre de se prendre la tête, peut-être qu'il va se passer quelque chose. On espère. Votre travail, il est encore plus, vous pouvez l'englober dans beaucoup plus de gens en fait. Tout à fait. Alors, ma prochaine question, c'est encore une fois, est-ce qu'il y avait des problèmes engendrés par des aménagements pour les personnes neuroatypiques? Par exemple, des jalousies ou des dénigrements? Non, plus que Non, je sais pas, en fait, je peux pas te répondre, en fait, je suis désolée, mais non. Parce qu'après, c'est vrai que vous parlez du harcèlement, en fait, c'est ça aussi. Ouais. Bon, ça, c'est un problème qui touche tout le monde,
moi, j'ai toujours pensé que l'école était à l'image de la société. Donc, tant qu'il y a de la violence à l'extérieur, il y en a à l'intérieur de l'école. Hein. Et les rapports de force, voilà ce qu'on disait, enseignant-élève, déjà, ce rapport de force, ça crée des tensions. Donc, forcément, ça fait des petits. Hein. C'est entre les élèves, c'est entre les enseignants, c'est entre la direction et les enseignants. Quand on vit dans un milieu comme ça, c'est un fonctionnement qui se diffuse. Hein. Donc, il faudrait régler le problème à la base. Voilà. Et c'est vrai que oui, c'est compliqué. Harceler, harceleur, est-ce que vraiment on doit les différencier ? Je crois pas. Je pense que c'est un peu la même chose, mais d'une couleur différente, si on veut donner une différence. Mais c'est un peu comme l'amour et la haine. Ce sont pas des opposés. C'est un peu la même chose, mais avec des polarités différentes. Et ça, il y a un petit peu de formation au niveau des enseignants. Il y a des enseignants qui demandent d'avoir des formations, mais ça reste très, très difficile à mettre en place, parce que j'ai une amie qui a fait ça l'année dernière ou l'année d'avant, mais c'est très difficile à mettre en place parce que il faudrait combattre tout le système. Donc, voilà. Oui, on fait ça nous aussi à Ludosens tous les matins. Ouais. C'est important en fait, je trouve, parce que ça fait partie, c'est une éducation, c'est une hygiène de vie en fait, je pense, ouais. Alors ma prochaine question, ça tient sur le harcèlement scolaire, parce qu'il y a une étude qui montre qu'un élève neuroatypique sur 2 subit du harcèlement scolaire. Donc ça montre que les personnes neuroatypiques sont plus enclins à subir du harcèlement. Comment réagis-tu face à cette situation ? Alors oui, je pense bien que oui, les neuroatypiques forcément sont plus harcelés que les autres parce que c'est bien plus facile. Voilà. C'est après, je sais pas quoi dire en fait, hein, parce que justement, ce que je vais revenir à l'idée de départ de pas mettre d'étiquettes. Quand on veut mettre des étiquettes, ça favorise ce genre de rapport entre les gens aussi. Après, on a tous des différences, soit physiques. Les différences, elles peuvent se voir à différents niveaux, soit intérieur, extérieur. Enfin, c'est vrai qu'on est tous différents en soi si on se regarde. On est tous différents, on n'est pas de même milieu social, pas la même culture, pas la même région française, si on veut rester national. Mais je sais pas, il faut apprendre la diversité déjà à l'école. Déjà, il faut apprendre la différence et la valoriser. C'est vrai qu'il y a des pédagogies comme, je sais qu'en Suède, ce que j'aime, j'avais vu un documentaire là-dessus à l'école en Suède où la première chose de l'enseignant ce qu'elle pose, la première question du matin, une espèce de petite routine quotidienne, c'est quelle est ta météo aujourd'hui ? Donc je trouve ça, mais c'est super en fait parce que ça permet à l'enfant de se jauger intérieurement comment je me sens aujourd'hui. Ça permet aussi de partager aux autres et de dire attention, aujourd'hui c'est orage. Donc si tu veux te prendre la foudre, t'approches pas de moi. Et puis ça permet aussi un bon dialogue, je trouve. Et puis il faut changer le système. Faisant de la météo tous les matins. Avec Ludosens, il y a aussi le fait qu'on va dans des collèges, des lycées, des associations pour parler de neurodiversité et de notre association. Et on avait fait une sensibilisation dans un centre aéré sur les émotions en général, hein, pas que sur la neurodiversité. Et c'est vrai qu'on avait remarqué qu'aujourd'hui, les émotions, c'est quand même très tabou encore. Genre ça va un peu mieux, mais il y a beaucoup d'enfants et de parents qui ne se laissent pas encore ressentir des émotions ou qui savent pas comment en parler, comment gérer tout ça. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui, même dans les petites classes et tout, apprendre tous les matins aux enfants à comprendre que là, ce qui se passe dans son corps, par exemple, ça peut être parce qu'il est triste ou agacé parce que un tel a dit ou fait quelque chose ou quoi que ce soit. Et de pouvoir savoir en parler, c'est aussi quelque chose qui pourrait aider, quoi. Oui, ça aide tout le monde, hein, même les adultes. Après,
Tu penses, toi, aujourd'hui, que les gens n'expriment pas assez leurs émotions? Alors, de ma génération, c'était encore pire. Encore aujourd'hui, on voit des enfants faire des crises. Je pense qu'au contraire, les émotions de colère des enfants, c'est un peu plus accepté qu'à mon époque. À mon époque, c'était pas du tout accepté. D'ailleurs, on disait toujours elle me fait la comédie, elle me fait un caprice, elle me fait un caprice. Ou non, elle est en pleine explosion, donc elle a besoin d'exprimer ses émotions. Et non, c'était une horreur. Donc moi, je trouve que ça a changé. Après, c'est pas toujours facile. Les émotions, c'est toujours assez compliqué. Puis, je pense que gérer les émotions, c'est assez difficile à part de faire du yoga. Là, on peut arriver à gérer nos émotions, mais... Voilà. Mais c'est vrai que comme la génération des parents, elle était dans ce truc où il ne faut pas exprimer ses émotions. Et en effet, dès que quelqu'un se met en colère, c'est mal vu. Moi, je sais par exemple que ma maman, toute sa vie, elle a été catégorisée comme colérique. Alors que juste, elle disait stop, quoi. Genre, elle pouvait plus. Et c'est quelque chose qui, en effet, ça va mieux, mais qui, du coup, se perpétue encore parfois dans les familles. Il faut surtout pas élever la voix, faut surtout pas dire qu'on est triste, qu'on a été vexé et tout. Mais oui, tant mieux, ça va mieux. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être mis en place pour éviter le harcèlement scolaire dans les écoles ? Alors, qu'est-ce qui pourrait vraiment... il faudrait qu'il y ait une personne attitrée pour vraiment faire ce travail au quotidien et à temps plein dans chaque établissement, ainsi qu'une infirmière, un psy, puis non, vraiment une personne attitrée, je pense, qui pourrait aider à la fois les enseignants, enfin tout le monde en fait, parce que on parle du harcèlement des enfants, mais les adultes aussi se font harceler. Enfin, je veux dire, je pense que c'est tout un système en fait. Je suis désolée de dire ça, mais voilà, c'est. Alors, c'est la communication, c'est la météo des émotions, c'est plus de travail en dessin, en peinture. L'art dans tous les sens, la danse, la danse mouvement, danse intuitive, peinture intuitive, toutes ces matières qui sont rétrécies chaque année. Voilà, donc ça serait beaucoup, ou même le jardin, c'est vrai que aller en extérieur aussi, parce que c'est ce que je remarque dans les enfants que j'ai là, avec qui je travaille à l'association Remue Ménage, c'est qu'ils rentrent de l'école et ils ont besoin de bouger, le corps est en demande en fait. C'est vrai qu'ils sont toute la journée en classe et avec l'hiver c'est aussi contraignant parce qu'on est souvent enfermé. Et à cet âge-là, on a besoin de bouger, de sentir son corps, de prendre l'air. Je pense que en fait, c'est un tout, le harcèlement. C'est vrai que c'est un sujet, mais c'est un écosystème. Voilà, c'est un tout qu'il faut revoir. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'être dans une école dans les Hautes-Alpes, donc perdue dans la nature. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu cette habitude que quand j'étais dans les petites écoles, d'avoir ce truc très souvent dehors. L'après-midi, c'était souvent dehors et tout. Et je sais que c'est en Norvège qu'ils font beaucoup ça aussi. Genre que les cours en classe, c'est le matin et l'après-midi, c'est des activités dehors, en extérieur. Et c'est vrai que même dans ce cadre-là, moi, mes lycées et mes collèges, alors qu'on était dans un environnement très ouvert à plein de choses, c'était axé sur les sports et les sciences. Et donc, au fur et à mesure, les arts et tout ce qui aurait pu développer une autre partie des jeunes et des enseignants même, parce qu'il y a peut-être plein d'enseignants qui voulaient enseigner ce genre de sujet, ça a été mis de côté et comme si c'était... oui, parce qu'en fait... tout ce qui est artistique, imagination, justement, avoir un autre point de vue, c'est le cerveau droit qui fonctionne. Donc si on fonctionne qu'avec le cerveau gauche, forcément, ça peut pas... Donc il faut aussi laisser la créativité. La créativité, ça a servi beaucoup à plein de scientifiques. De la créativité, ça sert à tourner autour d'un problème, de trouver une solution. Ça permet de voir les choses d'une autre manière aussi.
C'est vrai que quand on regarde les nuages et qu'on essaye d'y trouver une forme, c'est l'imagination, mais ça fait travailler nos cellules. Donc c'est aussi très intéressant, justement. Est-ce que tu apprenais à mieux gérer les relations sociales entre tes élèves ? Je l'ai jamais vu comme ça. Après, oui, j'ai toujours essayé. Je sais pas, j'ai pas. Je pense que c'était, oui. C'est évident. Je me suis jamais posé la question, mais oui. Je pense, oui. Je pense que c'était important pour moi en tout cas. Et du coup, comment tu faisais ? Un travail de groupe ou même dans mes cours, en fait, chacun pouvait s'asseoir où il voulait aussi. Donc, quelque part, ça crée... alors, c'était des fois un peu difficile à supporter, mais c'est vrai que moi, j'avais pas de contraintes. Moi, je voulais que mes élèves soient à l'aise dans le lieu. Donc, j'ai accepté pas mal de choses pour qu'ils soient dans un autre état, dans un autre milieu qu'en maths ou en histoire ou en français. Donc, j'ai accepté beaucoup de choses qui n'étaient pas toujours autorisées par l'établissement, mais moi je trouve que c'était essentiel de couper un petit peu avec les autres matières pour justement faire un petit lieu différent. Alors il y avait des élèves qui en profitaient plus, voilà, mais après non, j'essayais toujours que ça soit un lieu où on puisse discuter, on peut travailler. Puis de toute façon, il y avait plusieurs grosses tables, donc déjà c'était un peu focalisé en groupe, voilà. Est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose ? Non, mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire aussi. Je pense qu'il ne faut pas attendre que la société change. Puisque là, actuellement, on parle que les jeunes adultes ne font plus d'enfants. Veulent plus faire d'enfants pour pas... Et je me dis, c'est une grande erreur parce que dans l'histoire de l'humanité, quand on fait des enfants, on change notre société. Donc c'est les enfants qui font changer la société. Et justement, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir. Donc moi, j'encourage la jeunesse à changer ce modèle, en fait. Mais c'est pas changer pour la société en elle, mais c'est votre vision de la société. Donc, créez votre société et la société changera. Voilà, c'est à vous à changer de position. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons avoir un entretien avec la RH, Patricia Vivancos, et le recruteur Camille Brekigou pour parler de la place de la neurodiversité au sein des entreprises. Alors déjà, je vais me présenter. Donc, je suis Patricia, j'ai 58 ans. Je vais passer la parole donc à Camille, qui va se présenter lui aussi. Donc, bonjour, effectivement, je m'appelle Camille, j'ai 29 ans. Bien, on a établi un peu le basique. Patricia, du coup, que faites-vous dans la vie ? Je crois que vous êtes RH. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie, le métier de ressources humaines ? Alors, je suis directrice des ressources humaines dans une société dont l'activité principale est la vente de fournitures industrielles aux professionnels du bâtiment et de l'automobile. Écoutez, c'est un métier surtout, je dirais, de management, puisque j'ai une équipe de 10 personnes sous ma responsabilité, et de mise en place des stratégies en matière du personnel qui sont décidées et discutées avec la direction générale. Quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de la neurodiversité ? Alors moi j'en ai entendu parler pour la première fois, vraiment de façon beaucoup plus précise, lorsque je suis intervenue dans une association d'aide aux personnes autistes Asperger. Donc j'ai été sollicitée par une personne psychologue que je connaissais, et donc cette association qui s'appelle Asperger Amitié m'a contactée pour que je puisse animer des ateliers, qui seraient des ateliers qui avaient pour objectif la mise en place d'un projet professionnel pour des jeunes majeurs. C'était en quelle année que vous avez fait ça du coup ? Oh, écoutez, ça devait être en 2018. Ah oui, c'était il y a vraiment pas longtemps quoi. Oui. Et du coup, quand vous en avez entendu parler pour la première fois, vous en pensiez quoi à ce moment-là ? J'étais très ignorante. Vraiment, j'étais très ignorante. Comme chaque
personne ignorante pour moi, effectivement, il y a toujours une petite appréhension, une petite méconnaissance en se disant tiens, je vais aller travailler avec ces jeunes adultes, mais qu'est-ce qui va en ressortir, comment je dois me comporter, etc., etc. La première fois que je suis allée en atelier, effectivement, j'étais un peu traqueuse. J'avais déjà fait de la formation, déjà animé des ateliers, mais je ne savais pas effectivement comment me comporter. Est-ce qu'il fallait que je change quelque chose à ma façon d'être? Et donc maintenant, tout ça a évolué ou pas? Ah oui, ça a évolué parce que bien entendu, j'ai travaillé de 2018 jusqu'au avant la Covid. Mais donc oui, ça a beaucoup changé ma façon de voir, ça a beaucoup changé mes a priori parce qu'on en a toujours quand on connaît pas. Et je me suis rendu compte effectivement que ces personnes, même si on les catégorise quelque part, chaque personne était différente. Ça pour moi c'est une évidence et du coup j'ai eu une très bonne relation, ça s'est très bien passé. Ok, donc vraiment ces personnes neurodivergentes, vous voyez pas vraiment de problème dans les interactions, enfin c'était quelque chose de très simple et agréable. Oui, alors après il fallait peut-être s'adapter à certaines caractéristiques, mais comme on doit s'adapter pour moi à n'importe qui est en face de vous, quoi. Quand vous managez des personnes, vous n'allez pas manager toutes les personnes de la même manière parce que les personnes sont différentes. Ok, d'accord, merci. C'est quoi les caractéristiques qu'un employé doit avoir pour être embauché? Les caractéristiques, elles sont multiples forcément, ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre du poste déjà pour lequel vous allez postuler, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de beaucoup de choses. Maintenant, effectivement, des choses qui reviennent assez régulièrement, ça va être la ponctualité ou ce genre de choses. Ça va être des choses comme peut-être la façon de s'adapter, ou alors ça va être la discrétion sur certains postes. Sur d'autres postes, ça va plus être la capacité à aller vers les autres. Donc, on peut retrouver en fonction de différents postes des caractéristiques différentes qui, pour tout le monde, vont plus ou moins coller. Et c'est ça qui est important de faire, je pense, c'est de cibler effectivement ce qui nous correspond. Si par exemple on est quelqu'un qui est plutôt discret, qui aime écouter, qui sait écouter, parce qu'il faut savoir écouter, on peut plus cibler des postes où il y a ce fort enjeu de confidentialité. Je pense par exemple à des postes, d'assistant de direction, ce genre de choses. Si vous voulez, il n'y a pas une caractéristique nécessaire, quel que soit le poste auquel vous allez postuler. C'est pas possible. Chaque personne va être différente, chaque poste va nécessiter de caractéristiques différentes, donc voilà. Oui, ok, d'accord. Entre une personne neurotypique et neuroatypique, avec des parcours et un diplôme de même niveau, c'est quoi qui va faire la différence? Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a des choses un petit peu, entre guillemets, déjà terre à terre qui pourraient entrer en compte. Par exemple, les prétentions salariales. Sur des profils qui se ressemblent, ça peut être un élément de discussion parce que forcément, quand on recrute, on définit des budgets pour des postes. Et donc, si les prétentions salariales des candidats, d'un candidat à un autre sont différentes, ça peut être aussi quelque chose qui peut orienter vers un choix. Après, comme vous l'avez dit, quand on parle de caractéristiques, on entend soft skills. Ça, c'est des choses qui vont pouvoir aussi entrer en compte, évidemment, puisque en fonction des postes, il y a des soft skills qui vont être importantes. Et après, selon moi, c'est surtout aussi la manière dont vous allez vous préparer pour faire vos entretiens ou ce genre de choses. Faut être capable en 1 heure, 1 heure et demie d'expliquer quelles sont les compétences que vous avez et pourquoi, du coup, vous pourriez faire la différence par rapport à la personne en face de vous qui a le même diplôme et le même parcours. Je voulais vous demander aussi, du coup, dans ces questions, quand on dit quelle est la différence malgré les parcours et diplômes d'une personne typique et neuroatypique, si cette personne, elle exprime dès le début, par exemple, qu'elle aurait besoin d'un aménagement, etc., ce serait pas un truc qui serait problématique? Alors, j'aurais envie de vous répondre non. Maintenant, je peux pas parler au nom de tout le monde, malheureusement, et peut-être qu'il y a des endroits où ça pourra poser des difficultés. Ça, je peux pas le savoir. Après, je pense que c'est aussi par rapport aux sensibilités de chacun, par rapport aussi au degré d'information que chacun peut avoir, et aussi à la capacité de l'entreprise à être en mesure de le faire. Moi, j'aurais tendance à dire, en tout cas dans mon métier, parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais je pense que vous l'avez compris, mon métier, du coup, c'est de recruter. C'est pas forcément des choses qui vont m'arrêter dans le process, ou c'est pas des choses qui vont déterminer le choix. Si on doit faire des adaptations, on fera des adaptations et c'est tout. Et je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de structures qui sont capables de le faire et qui le prennent en compte. Malheureusement, je pense pas toutes. En tout cas, la vision que j'en ai, c'est
en termes d'évolution, si ça évolue, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y en aura de plus en plus qui seront en mesure de le faire. Quelles sont pour vous les qualités que vous attendez d'une personne lors d'un entretien d'embauche ? Tout en sachant que les personnes neuroatypiques peuvent avoir certains problèmes, du coup, forcément, pendant les entretiens. Et du coup, quelles sont les qualités que vous retiendrez, qu'importe la personne que vous aurez en face de vous lors de votre entretien ? Les qualités, je pense que c'est, entre guillemets, avoir un bon savoir-être. Un bon savoir-être, qu'est-ce que c'est ? C'est savoir écouter, c'est être respectueux, c'est aussi être transparent, parce qu'aujourd'hui, les relations entre les personnes, ça marche aussi avec la confiance. Et la confiance, ça marche dans les deux sens, donc pour ça, il faut être transparent. Personnellement, je pense que pour que l'entretien et l'échange se passent au mieux, il faut que la personne en face de vous, elle ait tous les éléments, qu'on concerne n'importe quelle personne. Et si c'est le cas, après, à elle aussi de savoir s'adapter. L'adaptation, elle vient des deux parties. Elle vient aussi beaucoup du recruteur. Moi, je vous le dis en tant que recruteur, comme le disait tout à l'heure Patricia, on doit s'adapter à chaque personne qu'on a en face de nous. Et c'est la vérité. Je m'adapte à chaque personne, quel que soit son profil, quel que soit ce qu'elle a pu faire avant. Et un entretien, il n'est jamais le même, parce que j'ai jamais les mêmes personnes en face de moi. D'accord. Sur l'inclusion des personnes neuroatypiques, on peut avoir des personnes qui vont présenter toutes les caractéristiques que vous êtes en train de donner, mais qui vont pas avoir forcément une très bonne manière de l'apporter dans leur manière de parler ou quoi que ce soit. Enfin, qu'importe que ça arrive, c'est pas un problème pour vous, vous pensez, dans le monde du travail ou au sein juste d'un entretien ou quoi que ce soit? Malheureusement, j'aimerais pouvoir vous dire non, mais là aussi je pense qu'on peut pas. Je pense que ça dépendra de la personne que vous avez en face de vous. Il y a des personnes qui, soit ils sont sensibles, il y a des personnes qui malheureusement sont peut-être moins ouvertes d'esprit ou plus fermées, et qui là, oui, ça peut peut-être être une difficulté. Enfin, ça doit être une difficulté. Je pense que pour autant, les mentalités de manière générale évoluent. Tous les sujets entre guillemets de diversité et d'inclusion, quels qu'ils soient, plus en plus de gens sont sensibilisés, surtout dans nos métiers, parce qu'on est quand même dans des métiers qui touchent à l'humain. Donc, de par nos formations universitaires ou généralement de nos entourages, on est plus sensibilisé en tant que recruteur. Donc, normalement, c'est censé tendre vers un non, il n'y aura pas de difficulté ou de problème. Pour l'instant, je peux pas vous le dire encore, je pense, mais c'est vers ça qu'on est censé tendre, effectivement. D'accord, donc pour vous, les personnes neuroatypiques, est-ce que vous pensez qu'ils réussissent à trouver leur place quand même dans le monde du travail, malgré toutes les petites particularités qui complexifient Pour moi, oui, c'est des personnes qui peuvent trouver leur place. Maintenant, on va pas se mentir, ça sera plus difficile parce que, comme je le disais, il y a des personnes qui sont pas sensibles, qui sont pas ouvertes, peu importe, mais en tout cas qui vont pas y être ouvertes. Ça va engendrer des difficultés dans la recherche et du coup, il va falloir être persévérant. On parlait de caractéristiques, ça c'est quelque chose d'important. Il va falloir être persévérant, pas baisser les bras. Mais pour moi, oui, très concrètement, il y a une place pour tout le monde dans la société de manière générale. Ça c'est clair. Ok, super. Est-ce que du coup vous pensez à l'égalité des chances ? J'ai envie de vous répondre oui et non. Il y aura des endroits, des sociétés ou des personnes qui prôneront ça, l'égalité des chances, et il y aura d'autres endroits où malheureusement ce sera pas le cas. Peut-être qu'à un moment donné c'était encore entre guillemets à la phase du mythe. Aujourd'hui je pense pas. Très concrètement, je pense que il y a vraiment eu des progrès qui ont été faits par rapport à ça. Et encore une fois, là, je parle de manière générale sur la diversité et l'inclusivité, l'inclusion de manière générale. Je pense que ça a quand même pas mal avancé, mais c'est pas une réalité partout. Ça, c'est vrai aussi. Faut être lucide sur ça. Et c'est aussi pour ça que je disais que c'est difficile quand on est confronté à des personnes qui ne le permettent pas ou qui n'y sont pas ouverts ou ce genre de choses. D'accord, ok. Mais du coup, dans cette question, c'est que je voulais plus orienter dans l'idée que est-ce que vous pensez que l'égalité des chances existe ? Moi, j'y crois. Ça revient à ce que Patricia disait tout à l'heure. On est tous différents. Peu importe qui on est tous différents. Et pour moi, chacun a sa chance, chacun a sa place. Moi, personnellement, j'y crois, oui. Et du coup, pour rapporter un petit peu la sphère de l'entreprise, est-ce que vous pensez que l'inclusion des personnes neuroatypiques, ça peut apporter des difficultés au sein de l'entreprise ? Quand je parle de difficultés, ça va être difficultés auprès de collègues, auprès du supérieur, etc. Est-ce que ça va représenter une certaine forme de challenge ? Votre question est très, très intéressante et effectivement, ce qui m'ennuie, c'est que je vais répondre un peu ce que vous a répondu Camille. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que ça dépend
dépend bien entendu de l'entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise, parce que les entreprises ont une culture, les entreprises ont des valeurs, en fonction des personnes qui sont notamment à la direction, si la direction a des valeurs de bienveillance, etc., les collaborateurs généralement adoptent les mêmes valeurs. Après, ça dépend des personnes. Par contre, effectivement, je pense qu'il faut de toute façon qu'il y ait un accompagnement, dans le sens où je crois que pour moi la meilleure des choses, c'est parler, partager, expliquer, même de façon informelle, de pouvoir dire comme moi j'ai pu le dire d'ailleurs, tiens, moi j'ai travaillé avec des jeunes TBH, Camille pourra dire tiens, moi j'ai fait une interview, ça s'est très bien passé. Voilà, je pense que c'est ça qui va faire avancer les choses, et que dans les entreprises, il faut qu'il y ait des porte-paroles. Par contre, je pense aussi que ça va être aussi des entreprises qui ont déjà, si vous voulez, assez dans... Soit c'est une toute petite entreprise, et le patron ou la patronne sont des gens ouverts, etc. Soit, si c'est pas vraiment le cas, ou s'ils connaissent pas, ils vont se dire je vais embaucher quelqu'un, moi, mais je veux vraiment quelqu'un qui soit dans la norme, parce que je j'ai pas les moyens de mettre en place un certain nombre de choses. Et si c'est une PME, je pense qu'il faut qu'elle ait déjà atteint certainement un certain... Nous, on est une entreprise, on travaille dans une entreprise de plus de 300 salariés, et on a maintenant beaucoup de communication sur la diversité, sur des valeurs qui pour moi sont importantes, sur accepter la différence, donner sa chance à tout le monde, l'égalité des chances, etc., etc. Donc je pense qu'il faut, dans une entreprise de plus de 300 salariés, il commence à y avoir une recherche, si vous voulez. Au début, on se dit on va payer les salariés, on fait que ça. Puis après, quand les sociétés évoluent, on se dit tiens, il y a des chartes à mettre en place, des chartes de bonne conduite, des chartes effectivement de diversité, ça existe. Et on commence à penser à tout ça et se dire tiens, pourquoi pas accueillir une personne qui va avoir une différence. Donc je pense que ça dépend, oui, de la taille de l'entreprise et aussi du secteur de l'entreprise. Il y a peut-être des secteurs où les gens sont un peu plus ouverts que d'autres. Voilà, d'accord. Donc c'est les difficultés que peuvent en fait apporter finalement ces personnes en situation de handicap, quoi. Oui, voilà, je pense qu'effectivement, quelquefois, même pour certains, même chez nous, je vous dirais effectivement, chez nous, voilà, vous avez eu, si je parle avec vous, c'est que je suis ouverte là-dessus, etc., parce que, mais je sais que parmi nos opérationnels, parmi nos managers, même nos directeurs, en fonction du directeur, peut-être qu'on n'aurait pas le même ressenti, et on en aura peut-être qui nous dirait, non, je préfère pas, et puis d'autres qui seraient plus ouverts pour accueillir des personnes neuroatypiques. Donc même au sein de l'entreprise déjà, je pense que voilà. Mais en tout cas, je suis totalement d'accord avec Camille. Ça évolue, et ça évolue dans le bon sens. En fait, ça rejoint un peu ce que vous voulez me dire, la question que j'avais par la suite, qui était que ce que vous pensez en fait que par exemple vous présentez une personne en situation de handicap à votre supérieur, est-ce que ça permettrait à cette personne de travailler avec vos équipes? Est-ce que ça présenterait des difficultés? En fait, c'est un peu l'idée de est-ce que être en situation de handicap, ça pose constamment un problème dans le monde du travail, dans travailler avec certaines personnes, dans tout ça. Alors constamment, non, ça pose pas constamment un problème. C'est plus difficile effectivement pour vous de trouver du boulot que pour un neurotypique. Je ne vais pas vous dire le contraire non plus, mais effectivement, moi je sais que dans mon entreprise, encore une fois, il y a des services où je ne proposerai pas au chef du service une personne qui a un handicap ou qui a une particularité, une caractéristique un peu spécifique. Par contre, je sais que dans mon service, il y aurait pas de problème, par exemple. Après, il y aurait des aménagements à mettre en place, mais c'est pas quelque chose, pas un an tout de suite, et puis voilà, ça serait, on réfléchirait, on intégrerait la personne comme une autre personne. Ouais, c'est pour ça qu'on peut voir quand même une certaine différence entre les handicaps invisibles et ceux invisibles, parce que le visible, même si c'est toujours compliqué bien sûr pour ces personnes de trouver de l'emploi de manière générale, l'invisible c'est encore plus complexe, parce que souvent les personnes vont vouloir par exemple entre guillemets assumer tout ça, ne rien dire, et finalement se sentir submergées, de plus pouvoir assurer. Et voilà, au niveau de la personne qui nous embauchait, ou même juste les supérieurs, ça peut être compliqué aussi de...
C'était une grande discussion que j'avais avec les jeunes avec qui dont j'animais l'atelier. Effectivement, ne pas dire ou plutôt dire. Bon, moi j'étais vraiment partisan de dire les choses, d'être transparent, parce que si tu dis pas, il y a peut-être des choses que la personne, que votre manager ne va pas comprendre dans le fonctionnement de son collaborateur. Voilà, je lui ai dit de faire ça, la négociation des consignes notamment, puisque je lui ai dit de faire ça, il l'a pas fait. Pourquoi la personne, le collaborateur de l'autre côté, va pas avoir la même explication où la consigne a été mal négociée, il n'a pas été comprise, donc du coup on arrive dans des situations de blocage, peut-être de conflit, alors même que si la personne qui avait postulé lors de l'entretien avait été franche et directe, peut-être et transparente, effectivement, il n'y aurait pas ces problèmes. Je pense que ce qui est aussi important, comme on le disait tout à l'heure, c'est que vous connaissez, vous savez qu'est-ce qui vous caractérise, quelles sont vos forces, et du coup par rapport à ça, normalement, vous savez aussi quel métier vont vous attirer, qu'est-ce qui va peut-être moins vous attirer en tant que personne, et ça va vous permettre de vous dire ok, moi je me trouve plutôt comme ça, donc c'est plus ces métiers-là qui vont m'attirer. À partir du moment où vous avez défini effectivement le poste qui vous plaît, je vois pas pourquoi il y aurait entre guillemets, je sais plus exactement le mot que vous avez utilisé, mais il y aurait un problème ou une difficulté, je sais plus ce que vous avez dit, pour le poste. Après, si problème entre guillemets il peut y avoir, c'est si effectivement la personne en face n'est pas réceptive, etc. Mais là, le problème il vient de la personne qui n'est pas réceptive. Je prends un exemple tout bête. Si par exemple vous êtes pas à l'aise à aller vers les gens, à devoir négocier, etc. Vous n'allez pas postuler pour un poste de commercial parce que ça va pas vous intéresser. Et là, si vous le faites, oui, il peut y avoir des difficultés, mais plus parce que ça ne vous correspond pas. Par contre, si vous êtes à l'aise sur un poste où vous supervisez, vous réservez des choses, j'en sais rien, vous organisez, etc. Et du coup, vous assistez une personne sur un poste d'assistant, quel qu'il soit, et que ça, c'est quelque chose qui vous plaît, et que c'est des choses que vous savez faire, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, parce que vous avez les compétences. Après, voilà, c'est effectivement, comme le disait Patricia, je pense que je suis d'accord avec elle, c'est une question de transparence, c'est aussi, dire les choses clairement. Pourquoi? Parce que, très concrètement, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est pas réceptif et pas ouvert, dans tous les cas, ça pourra pas marcher. Et vous évitez de travailler pour quelqu'un qui partage pas les bonnes valeurs et qui, dans tous les cas, vous mettra en difficulté. Donc, je pense que c'est bénéfique, même pour qui que ce soit, d'être transparent sur ça, parce qu'en fait, au moins, quand on est transparent, on est sûr, d'un côté comme de l'autre, de la personne avec laquelle on va travailler. Ouais, c'est pour ça que de cette situation de handicap, si on la présente, ça permet à ces personnes de pouvoir travailler au mieux avec les équipes et tout ça. C'est ça. Après, je dis pas que c'est facile d'en parler. Alors, en plus, surtout que, personnellement, j'ai pas de handicap, donc je peux pas en parler en connaissance de cause. Donc, je dis pas que c'est facile d'en parler. Et ça doit être difficile d'avoir peut-être des refus en lien avec ça, très très probablement. Mais pour autant, entre guillemets, c'est un bien pour un mal, parce qu'encore une fois, si je le ramène plus à quelque chose que je connais, j'aimerais pas travailler pour une entreprise qui partage pas mes valeurs, qui par exemple serait contre l'inclusion de personnes en situation de handicap ou n'importe quelle autre diversité. C'est pas possible. Et dans tous les cas, je pense qu'il faut que vous soyez en phase avec la personne avec laquelle vous travaillez. Donc, si vous êtes transparent, ça vous permettra de trouver la personne pour qui vous serez prêt à travailler, parce qu'elle sera prête à travailler avec vous. D'accord, ok. À chaque fois, je le précise, mais en fait, quoi qu'il arrive, c'est dans la même destinée, c'est-à-dire l'entreprise. Mais je pense que vous êtes au courant, mais il y a des quotas. Vous savez, c'est le fait d'avoir un quota de personnes handicapées. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est une aberration. Enfin, moi, je trouve effectivement que c'est une notion à laquelle je n'adhère pas du tout. En plus, souvent, les entreprises qui ont de l'argent, vont payer effectivement, vont se dire normalement je dois embaucher tant de personnes avec un handicap. Je préfère ne pas les embaucher. Je paye l'amende et du coup, je suis tranquille, quoi. Oui. Donc non, moi franchement, les quotas, je pense pas que ça soit la solution, en tout cas, à mon avis. Ouais. Là où par contre, où je pense que la solution pour moi, elle est dans le partage, dans l'information, les infos,
il faut combattre l'ignorance, parce que je pense effectivement que c'est ce qui met et en général surtout, hein, on a eu tellement de choses et on voit tellement de choses évoluer, hein, il faut être positif, que ce soit sur l'homosexualité, que ce soit sur plein de choses, on se dit, tiens, les choses évoluent, pas aussi vite qu'on le voudrait, mais en tout cas que moi je le voudrais, parce que ça fait partie de mes valeurs de tolérance, mais je trouve que quand même, il y a des choses qui évoluent, mais les quotas, franchement, non, je suis pas spécialement pour les quotas, moi. Ok, d'accord. Et du coup, cette idée d'avoir une inclusion des personnes neuroatypiques par le fait de recevoir une aide financière, c'est quand même quelque chose que vous trouvez bien dans le sens où ça favorise l'inclusion, ou est-ce que vous êtes toujours dans cette idée que... Bon, c'est une entreprise, non, je pense pas que l'aide apporte. Enfin, en tout cas... Je pense que les gens qui sont des entreprises qui sont vraiment bloquées, je vous dis, ils vont payer à la limite, ils vont payer l'amende, ou ils vont se dire tant pis. Moi j'ai connu beaucoup, parce que je commençais à avoir un certain âge, mais j'ai connu beaucoup dans les entreprises. On donnait effectivement une aide pour telle personne, la personne était au chômage, avait moins de 26 ans, plus de 26 ans, il y a eu plein de choses, effectivement, des mesures. Moi j'y crois pas trop. En tout cas, c'est pas, si vous voulez, je vais pas embaucher quelqu'un parce qu'on va me donner une aide. Donc et l'entreprise non plus, parce que ça voudrait dire effectivement qu'on embauche une personne pour la mauvaise raison. Moi, quand on embauche une personne, c'est parce qu'on croit en cette personne et on croit qu'elle va apporter quelque chose à l'entreprise et qu'elle va s'épanouir dans l'entreprise. Ouais. C'est pas parce qu'on nous donne une aide. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Hein. D'accord. Mais moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça favorise l'inclusion dans le sens où même si en contrepartie il y a cette aide financière, donc ce quota qui est vraiment pas ça favorise quand même entre guillemets, cette mise en place favorise quand même une inclusion des personnes neuroatypiques, parce que ça, entre guillemets, même si c'est pour les mauvaises raisons, ça leur permet de pouvoir avoir un emploi, quoi. C'était plus dans ce sens-là. Si je peux me permettre pour répondre, selon moi, la motivation de recruter pour l'argent, c'est pas la bonne. Parce qu'un recrutement, il se fait pas pour ces motifs-là, sinon ça peut pas marcher. Par contre, qu'il y ait une aide parce que, j'en sais rien, la personne a un besoin d'adaptation sur son poste de travail, et que du coup qu'il y a une aide pour l'aménagement de poste, ça c'est bien, parce que ça aurait pu, par exemple, être un frein à l'embauche, parce que ça nécessite des coûts supplémentaires que l'entreprise n'avait pas prévus, et du coup le fait d'avoir ce support financier va lever ces freins-là. Donc ça c'est important. Mais de dire parce que vous allez recruter, on vous donne de l'argent, c'est pas le bon motif, parce que c'est pas quelque chose qui est viable dans la durée, selon moi. Hein. Après peut-être que je me trompe, hein, on n'a pas la science exacte, mais selon moi c'est pas un modèle qui est viable dans la durée. Et c'est ce que tous on recherche, hein, quand on cherche un emploi. L'idée, c'est de pouvoir se projeter, de pouvoir se stabiliser, pas forcément faire toute sa vie dans une entreprise, on peut changer. Mais voilà, l'idée, c'est quand même ça, en règle générale. Après, ça dépend de chaque personne, évidemment. Mais du coup, je pense que c'est pour ça que c'est pas forcément le meilleur schéma, quoi. Vous pensez quoi du monde du travail concernant l'inclusion des personnes en situation de handicap et des personnes neurodivergentes ? Écoutez, pour moi, effectivement, on est sur une phase plutôt d'évolution. Enfin, je veux dire, que ce soit dans la société civile ou dans une société, une entreprise, où je pense qu'il y a une sensibilisation qui est faite. Alors, bien sûr, c'est toujours la journée du handicap, c'est un peu comme la journée de la femme, etc. Mais bon, je trouve que ce soit dans la société civile ou dans les entreprises, il y a quand même, on parle plus. Et je vous le dis, moi, parce que j'ai une expérience, ça fait quand même 24 ans que je suis dans la même société. C'est un sujet qu'on aborde plus et qui est plus présent, effectivement, dans l'entreprise et dans la société civile. Hein. Le handicap, l'inclusion, etc., l'embauche de personnes qui ont une spécificité, une particularité, ça a beaucoup changé. Donc concernant l'inclusion de ces personnes-là, c'est comme vous le dites, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une évolution dans le monde du travail, et que ce soit à travers la discussion, la mise en place de différentes choses.
Okay. Dans le monde du travail et effectivement, quand je vous parle la société civile aussi, hein, puisque à titre d'exemple, et c'est vrai que là, je me suis dit c'est bien quand je vais faire mes courses de temps en temps dans un supermarché, et il y a une annonce qui est faite maintenant, ils disent de tel jour à tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, les lumières seront baissées, il y aura plus de musique, le son sera baissé effectivement, pour donner la possibilité aux personnes atteintes du trouble autistique, justement, de faire leurs courses. Donc ça, franchement, je me suis dit, tiens, alors là, j'ai entendu cela, je dis dans le supermarché d'à côté, je me suis dit, tiens, alors ça, c'est déjà, alors c'est un tout petit peu, hein, parce que je sais à quel point, effectivement, il y a des choses à faire, hein, mais bon, on avance, pas assez vite, ça j'en conviens, mais pas à pas, et on avance. Et dans l'entreprise, c'est pareil, parce qu'effectivement, généralement, il y a toujours un lien. Hein. En fait, les collaborateurs qu'on embauche sont des collaborateurs qui sont et qui viennent de la société civile. Hein, donc, de toute façon, il y a forcément un parallèle. Okay. Après, il y a une chose qui est vraie aussi, je crois que je l'avais lu dans vos questions à un moment donné, je sais plus, mais ça va aussi dépendre des secteurs d'activité. Enfin, pas forcément des secteurs d'activité, mais effectivement plus des postes et de la taille des entreprises. En fait, plus l'entreprise est grosse, plus généralement, on a des possibilités d'avoir des personnes qui sont sensibles à ces sujets-là, qui travaillent dans l'entreprise. Et donc, du coup, qui vont essayer de mettre en avant ces projets-là et qui vont peut-être permettre à l'entreprise de travailler sur des sujets de sensibilisation, ce genre de choses, et donc de toucher un maximum de personnes. Et l'entreprise va aussi être plus facilement en mesure d'accueillir des personnes en situation de handicap, quel qu'il soit, parce que ce sera plus simple pour l'entreprise de mettre en place tous les moyens nécessaires. Après, il y a des secteurs, par exemple, c'est pas un secteur que je connais particulièrement, donc je veux pas m'avancer à 100%, mais je pense par exemple au secteur du bâtiment, où il va falloir vraiment être manœuvre ou peu importe, mais en tout cas sur le terrain, oui, peut-être que là il y a encore on est encore très en retard par rapport à des secteurs d'entreprise pure où on parle d'un siège social avec des fonctions en bureau, etc., où là les collaborateurs sont quand même énormément sensibilisés et ça évolue hein, très concrètement. Là, sur des secteurs effectivement plus manuels, où il y a moins de temps pour sensibiliser, où il y a moins peut-être aussi de budget ou de moyens mis en place pour ça, là peut-être qu'il y a encore beaucoup plus de retard et nous on s'en rend pas forcément compte parce que c'est pas non plus notre quotidien vu qu'on travaille pas dans ces domaines d'activité-là. Mais nous, par rapport à notre vision entre guillemets sur une entreprise, siège social, des fonctions en bureau, etc., et c'est quand même aujourd'hui une grosse partie de l'emploi en France aussi, hein. Oui, ça a clairement évolué, hein. C'est pas encore du tout là où ça devrait être, ça on est bien d'accord, mais ça a clairement évolué et ça continuera d'évoluer, ne serait-ce qu'avec le roulement des générations, etc. En soi, je trouve que vous avez un peu répondu à la question un peu sous-jacente qui était si pour vous, vous pensez qu'il devrait y avoir des changements. Et en soi, à part si vous voulez rajouter peut-être des petites choses que vous avez pas dit, peut-être par exemple quand vous parliez, Patricia, que au sein des magasins, voilà, il y a des fois des annonces comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qu'il y a peut-être déjà dans le monde du travail ou ça pourrait faire partie de ces changements dont je suis en train de vous demander, qui pourraient être apportés par exemple pour ces personnes-là? Oui, les open space, voilà, qui a moins de comme lumière ou ce genre de choses, quoi. Oui, mais ça, je pense effectivement que c'est tout à fait, c'est déjà fait dans des grandes entreprises, hein. C'est clair, hein, parce que je le sais, parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille chez Engie et c'est déjà effectivement proposé, hein. Mais encore faut-il toujours pareil, effectivement, que les personnes puissent être transparentes lors du recrutement et puissent dire effectivement, bon ben voilà, j'ai tel syndrome, je suis atteinte de tel, voilà, je ne supporte pas le bruit, je ne supporte pas la lumière, je n'arrive pas, les non-dits, je ne comprends pas les non-dits, parce que ça aussi ça peut être c'était souvent un problème qui m'était relaté avec les jeunes avec lesquels je travaillais, hein, les non-dits, où ils se retrouvaient dans des situations où certains d'entre eux avaient bossé déjà, hein, ils se retrouvaient dans des situations où ils arrivaient en retard le matin, le patron leur disait alors t'as eu une panne de réveil, et en fait plutôt que de leur dire tu es en retard, le patron leur disait tu as une panne de réveil. Et il ne comprenait pas pourquoi il lui parlait de son réveil. Voilà. Oui. Comme ça.
Oui, ben, voilà, les non-dits. Oui. Et d'ailleurs, voilà, donc je pense que ce sont des choses comme ça où l'employeur ne peut pas deviner non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quelqu'un, un neurotypique, vous lui dites ah tiens, t'as eu une panne de réveil ce matin, il va tout de suite comprendre que vous lui dites tiens, tu as un retard. Ouais. Certaines personnes neuroatypiques ne vont pas le comprendre, et là du coup il y a blocage, il peut y avoir effectivement un conflit qui peut être généré par cette incompréhension. Et voilà, tandis que si la personne effectivement dès le recrutement est transparente sur les choses qu'elle ne comprend pas, ou les choses effectivement qu'il faut lui exprimer de telle ou telle manière, ou une lumière trop forte, ou du bruit, ou une hypersensibilité des sens, voilà, tout ce qui peut effectivement caractériser aussi des personnes qui sont atteintes du syndrome. Je pense effectivement que c'est quelque chose qui va faire avancer les choses très 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 bien. Donc pour moi très vite. Donc pour moi le principal c'est pour toutes les personnes en fait, pour tout le monde c'est important de travailler sur son projet professionnel. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je sais faire? Où sont mes points forts? Bon, pour ça, pour toutes les personnes qui rentrent dans le monde du travail, c'est important. Mais je pense effectivement pour une personne neuroatypique, ça l'est peut-être encore plus, parce qu'il va y avoir effectivement des métiers qui leur seront difficiles de faire, parce que effectivement quelqu'un qui ne supporte pas le bruit, il y a des métiers effectivement qui vont être plus difficiles, sauf si vous mettez en place un aménagement. Oui. Donc voilà, il faut voir l'aménagement qu'il faudra mettre en place si c'est possible, tout simplement, parce qu'il y a des métiers où ça sera pas possible. Du coup, voilà. C'est ça que vous entendez par changement, c'est que ça devrait être aussi, entre guillemets, dans les deux sens pour permettre, en fait, d'avoir une homogénéité entre tout. Oui, dans les deux sens, c'est-à-dire, effectivement, je pense que toutes les personnes qui justement, moi, quand j'ai travaillé sur ces ateliers de professionnalisation, projet, faire émerger un projet professionnel cohérent et réaliste, je crois qu'effectivement, toutes les équipes, les éducateurs, etc., les aidants doivent aller vraiment, doivent se rendre compte effectivement que il faut aider vraiment, enfin, se rendre compte de ce qu'est le monde du travail. Le monde du travail, effectivement, c'est un endroit qui peut être, très difficile, mais c'est aussi un endroit. Il le sera d'autant plus difficile s'il n'y a pas de transparence et s'il n'y a pas de préparation. Je suis d'accord. Donc pour moi, la préparation est très très importante. Oui, voilà. Totalement. Merci d'avoir écouté notre épisode La jungle humaine. Pour poursuivre notre enquête, retrouvez-nous dans De fausses pistes.